Et je vous jure, M. Christian Perret, mais le dossier qu'ils ont fait sortir, c'est toute la période qu'on est en train de mobiliser, on est en train de parler de Guy Brice Parfait Kolela, qui ont été décryptés. Je dis bien toutes les vidéos. Et ils ont eu encore le soin, pour vous dire combien de fois, c'est très curieux de mettre même un interprète pour interpréter les vidéos des parties là où c'était parlé en lingala, et l'interprète a été payé par page. Et même la juge et la procureure a demandé de voir à quoi ressemble la faille. Aujourd'hui, Madame Théodorine, qui prétend être la victime, mais c'est elle qui faisait des campagnes contre son frère. Donc, il ne peut pas dire que nous, on était... Parce que Madame Théodorine a fait comprendre aux autorités françaises que nous, on était contre Guy Brice Parfait Kolela. Mais ce qui est contradictoire est que sa sœur Diane, dans ses déclarations, elle explique bien que nous étions du côté de Guy Brice Parfait Kolela, on l'a soutenu. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce tout autre numéro Droit de Savoir où je reçois M. Faye Monama de son vrai nom, André Bitumba, sur sa situation du 6 juillet 2022. Comme vous le savez d'ailleurs, il avait été interpellé par la police française, une information que nous avons vue vent sur la toile, notamment par un direct pour la circonstance organisé par l'homme du métro, Donald Imperator. Aujourd'hui, nous revenons sur cette situation pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Bonjour, bonsoir aussi à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Teler TV. Moi, c'est Christian Perrin. Faye Monama, le 6 juillet 2022, Le Monde apprenait, je l'ai dit tout à l'heure, sur la toile, votre interpellation par la police française, mais une interpellation qui a eu lieu apparemment beaucoup très tôt. Que s'est-il passé exactement? Ce qui s'est passé, c'était à la veille, donc le lundi à 5 h, voilà, lundi à 5h40, j'ai entendu un bruit vers la porte. Au départ, je me suis dit, c'était peut-être ma femme où j'avais mis la clé à la porte, donc ça ne permettait pas à ma femme d'accéder dans l'appartement. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais non, puisqu'il y a la sonnerie, donc elle pouvait sonner, j'allais entendre depuis la chambre. Et quand je me suis réveillé pour avancer vers la porte, j'ai entendu un deuxième bruit, et là, je me suis dit, là, on est en train de défoncer la porte. Et du coup, j'ai posé la question, c'est qui? La police a répondu, c'est la police, ouvrez, sinon on casse la porte. Et je me suis rassuré de savoir si c'est vraiment la police. Donc, j'ai tiré un peu mes pas devant la porte pour guetter, pour vérifier. J'ai vu que les hommes étaient en tenue. Et du coup, je leur ai dit, il n'y a pas un délinquant ici, attendez, je vais ouvrir la porte au lieu de casser la porte. Ils m'ont dit, vas-y, ouvre, ouvre, ouvre. J'ai pris la clé, j'ai cherché la clé, j'ai ouvert la porte. Dès qu'ils sont rentrés, c'était un peu brutal, on peut dire, parce que l'autre me dit, mets sur la tête, mets sur la tête. Et puis l'autre a crié à une voix un peu autoritaire, quoi. Oui, mais attends, pendant que vous êtes en train de décrire cela, j'ai l'impression que ça a été quand même une interpellation musclée. Vous a-t-on d'abord fait une convocation quelconque avant cette intervention-là? Il n'y a jamais eu une convocation, M. Perrin, jamais. Parce que s'il y avait une... Bon, je vais vous expliquer en long et en large, vous allez comprendre pourquoi cette arrestation musclée, qui était vraiment bien préparée depuis les semaines, puisque l'un des agents, l'un des enquêteurs me l'a dit. Il a dit ouvertement. Donc, du coup, quand ils sont rentrés dans la maison, l'autre a crié, l'autre a dit, mets sur la tête, et l'autre a répondu, il est susceptible d'avoir une arme. Du coup, je l'ai dit, il n'y a pas une arme ici. Et au deux, je suis un père de famille responsable, il y a un enfant de moins de à peine 2 ans qui est en train de dormir. Je n'aimerais pas que vous rentrez avec cette brutalité, ça risquera de réveiller ma fille et elle peut être traumatisée. Du coup, l'autre était un peu compréhensif, c'était le chef brigadier, qui me dit, oui, d'accord, mais on va fouiller la maison, vous êtes en état d'arrestation, on va vous mettre en garde à vue.
vous êtes avec qui dans la maison? Je leur ai dit, et là, je suis resté avec ma toute dernière fille qui est en train de dormir, sa maman est au travail. Du coup, ils m'ont dit, ils m'ont minoté, hein, ils m'ont minoté dans la maison même. Je leur ai dit, c'est sur quelle affaire? C'est à partir de là, l'un d'eux me fait comprendre que non, c'est sur l'affaire de Madame Théodorine Kolela. J'ai dit, mais si c'est sur l'affaire de Madame Théodorine Kolela, ben, je n'étais pas seul dans l'affaire. Et puis, ce n'était pas un truc caché puisqu'on a filmé et on était en visage découvert. Est-ce que vous avez arrêté ceux-là aussi avec qui on est ensemble? L'autre me répond, il me dit, on commence à arrêter le chef et puis les autres, c'est après. Moi, j'ai dit, je ne suis pas le chef parce que moi, quand je suis arrivé en France, le mouvement combattant existait. Et je suis le plus jeune. Je vous rappelle que parmi tous ceux-là qui étaient ce jour-là au domicile de Madame Théodorine Kolela, parce qu'il n'y a pas eu que la plainte de Théodorine Kolela, il y a aussi une deuxième plainte, au fait, de Madame Diane, qu'on appelle Emilienne Kolela, donc qui est la sœur de Théodorine Kolela. Alors, vous allez continuer à expliquer, mais je suis en train de noter quelque chose, c'est que pendant que vous expliquez là, j'ai l'impression qu'ils avaient des informations, mais très alarmantes sur vous, parce que d'abord, on vous met les menottes, sans vous expliquer d'abord au préalable pourquoi ils sont là, pour quelles raisons, on vous interpelle, et vous apprenez les choses au fur et à mesure que cela est en train de se dérouler. On vous met déjà les menottes, et c'est là qu'on vous dit le pourquoi. Est-ce qu'on vous a dit réellement de quoi on vous reprochait? Menace de mort, mais avant d'abord de savoir que la plainte, il s'agissait de Madame Théodorine et Madame Diane Kolela, qui est Emilienne, non? Déjà, la façon de procéder, j'avais compris qu'on leur avait donné une image d'une personne, on peut dire un terroriste, une personne qui pouvait mettre les Français en insécurité sur leur territoire. D'où l'autre avait dit susceptible d'avoir une arme dans la maison, voilà. C'est ça? Voilà. Donc, en un mot, si j'ai bien compris, on a décrit un criminel, un terroriste, voilà. Quelqu'un qu'il fallait prendre avec, mais vraiment, toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'il s'échappe ou qu'il réagisse, c'est ça? Tout à fait, puisque dès qu'ils sont rentrés, les autres ont commencé à palper un peu, à fouiller un peu la maison de gauche à droite. Je leur ai dit, dites-moi ce que vous cherchez réellement et moi, je vous donnerai. Mais je vous dis déjà, en amont, il n'y a pas une arme ici. Et si vous voulez, je peux vous montrer tout. Donc, l'autre ne voulait pas comprendre. Il a commencé à fouiller, à renverser même les trucs des enfants, donc les jouets, tout et tout. J'étais devenu un peu furieux de savoir que la façon qu'ils sont rentrés et la façon que eux, ils étaient en train de s'exprimer, c'était quand même un truc qui n'était pas logique. Et je leur ai dit que comme vous n'avez pas arrêté aussi les autres, pourquoi vous n'avez pas eu le temps de m'envoyer? Il suffisait de m'envoyer une convocation pour que je me présente. Ils m'ont dit non, c'est le procureur qui décide qui interpeller, qui n'est pas interpellé. J'ai dit, ah bon? Le procureur décide qui interpellé, qui n'est pas interpellé, dès lors que je suis un père de famille et je me suis vraiment ici, je me suis un peu, remonté. Hein? Oui. Ouais, je suis un peu remonté. Et du coup, l'autre, il comprenait que non, je me prenais aussi à l'autre qui était un peu violent dans ses propos. Et le chef brigadier, sans vous le cacher, sans pourtant le défendre, il était tellement courtois que l'autre, il a dit, non, monsieur André, calme-toi, tu penses qu'on est venu pour te casser les pieds? Nous également, on est fatigués parce qu'il y a des appels de vos autorités qui ne cessent, d'appeler nos chefs également. Nous sommes obligés de descendre et selon la description. Pardon, là, on va s'arrêter un peu là. Les appels de vos autorités, supposées de quelle autorité congolaise? Les autorités congolaises, parce que quand ils m'ont parlé des autorités, et du coup, le monsieur rajoute encore que Madame Théodorine, elle est du corps diplomatique. Moi, j'ai dit, corps diplomatique du Congo. Et tout ce que nous, on faisait, c'est aussi dans le cadre du Congo contre l'injustice. C'est à partir de là qu'ils me disent que non, on n'est pas venu pour vous casser des pieds. Monsieur André, calmez-vous, ça va se passer tranquille. Depuis là, les appels ne cessent de tomber sur les enquêtes. Donc, nous, on est obligés de tomber et de vous récupérer. Et l'autre qui dit, selon la description qu'on nous a donnée, tu étais dans l'armée. Moi, j'ai dit, non, je n'ai jamais fait l'armée. Après, l'autre dit, ah, quand même, tu es gaillard. Hein?
J'ai dit non, je n'ai jamais fait l'armée. Je pense qu'ils ont mystifié l'image pour que vous fassiez cet assaut que vous avez fait. Et d'ailleurs, moi, je ne l'en veux pas parce que déjà, si les autorités congolaises donnent un peu l'image d'une personne qui peut être agressive ou violente, et d'ailleurs, dans la déclaration de Mme Théodorine, elle a fait savoir aux autorités françaises comme quoi, sur l'affaire de Kolela, il y a eu des morts au Congo-Brazzaville. Donc, sur ce que nous, on a eu. Pardon, vous êtes en train de nous dire, Théodorine Kolela a déclaré au niveau de la police française, exactement. Dans sa déclaration, elle a fait état de ce qui a eu mort d'homme au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, voilà. Kolela. Exactement. Les morts en question, on vous en a parlé? Lesquels? En tout cas, même eux-mêmes, puisqu'ils ne maîtrisaient pas la situation du Congo, donc ils m'ont lu un peu sur le procès verbal de ce que Mme Théodorine a eu à déclarer. Et d'ailleurs, c'est là où je réplique. Donc, avant d'abord d'arriver là, j'aimerais que les Congolais comprennent comment on est tracté. Deux fois, même les autorités françaises ne sont pas au courant de ce qui se passe réellement. On leur met juste les informations qui ne sont pas vraies. Et à la fin, eux, ils mettent ceux-là qui s'opposent contre l'injustice, ils les prennent comme des terroristes, ils les prennent comme des gens qui n'ont pas le droit de s'exprimer ou de faire quoi que ce soit. Et du coup, ça joue. Je ne suis pas peut-être la seule personne à vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Il y a des Congolais aussi également qui sont même bloqués, je peux dire, administrativement, parce que l'État congolais a eu à déclarer certaines des informations qui ne sont pas vraies. Et ça donne la difficulté aux autorités françaises de savoir réellement, puisque ce n'est pas vrai, ils vont continuer à chercher, à creuser, à chercher les informations pour savoir. Entre-temps, en cherchant ces informations, ça peut prendre des années. Donc, cela signifie quoi? Dans les années que ça va prendre, dans cette année-là, la personne va subir une pression morale ou même physique parce que l'un des enquêteurs m'a fait comprendre même que ça fait des semaines qu'ils étaient en train de me tracter et il y a une semaine avant, ils étaient venus dans l'immeuble, ils ont même pris la photo de la boîte aux lettres. Donc, pour se rassurer que si vraiment je vivais là, parce que l'État congolais leur a donné une image d'une personne qui n'a pas une vie familiale. L'État congolais leur a donné une image d'une personne. Est-ce que pendant que vous avez eu cet entretien, cet échange avec la police, vous leur avez rappelé que c'est quand même une dictature, le Congo-Brazzaville, le système au Congo, le système politique est une dictature, est un système criminel. Vous leur avez donné tous ces éléments-là d'appréciation de ce qui se passe au Congo? Vous serez étonné, pourquoi? Parce que je peux vous dire, les enquêteurs, en réalité, la majorité ne comprennent pas les situations de l'Afrique. C'est au moment qu'on leur donne les dossiers qu'ils essayent de voir un peu sur la personne qu'on est en train de leur décrire. Donc, du coup, ça fait à ce que eux, ils ont l'image de ce qu'on leur a donné. Donc, ils doivent chercher la bonne information. Et vous savez que la majorité de nos vidéos, la majorité de ce que nous disons sur l'Internet est attaquée, est supprimée. Donc, ça fait à ce que la vraie information sur l'Internet est un peu difficile pour ces autorités de savoir. Certains ne savaient pas réellement qu'il y avait eu un candidat qui est le général Moukoko Mpasso, qui a été emprisonné depuis 2016 parce qu'il a gagné les élections présidentielles. Il y a M. Okombi Selsa qui est en prison. Donc, c'est à moi maintenant de leur faire comprendre la réalité du Congo. D'où d'un côté, même si aujourd'hui je subis une pression morale et physique, mais je me dis même le fichier, parce que je suis sur fichier S, moi. Vous voyez, on me met sur fichier S par rapport à l'information que l'État congolais donne. Donc, du coup, la France a peur qu'il y ait des troubles à l'ordre public, qu'il y ait des troubles qui peuvent atteindre la tranquillité des Français. Vous voyez un peu? Une forme de manipulation, alors. Une forme de manipulation. Et dans tout ça, là, ils sont dans l'obligation pour vous contrôler, même votre vie privée, ils sont obligés de vous mettre dans des fichiers qu'en réalité, vous ne devrez pas y être. Et moi, je suis dans le fichier S, donc ça leur permet de fouiller dans ma vie sans pourtant qu'ils puissent avoir ce droit-là. Alors, et donc, lorsqu'ils vous emmènent, c'est où qu'on vous emmène comme ça à la gendarmerie? Déjà, avant d'abord de m'emmener, M. Christian Perret, vous imaginez qu'ils ont eu le temps même, parce qu'ils ont ramené même des informaticiens, je vous rappelle, pour vous dire combien de fois c'était vraiment organisé qu'on leur a donné l'image d'une personne qui est comme un Pablo Escobar, qui est comme un chef de gang. Les informaticiens ont récupéré l'ordinateur que vous voyez derrière moi. Il y a ma tablette, puisque tous mes trucs sont codés. Vous savez qu'on a été agressé, donc du coup, je mets tous les trucs, je mets les codes. Quand ils récupèrent l'ordinateur, moi aussi, je prends l'ordinateur,
pour lui mettre le code. Mais le monsieur a cru que je voulais cacher un truc derrière l'ordinateur. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je vous mets le code sur l'ordinateur, ce qui va vous permettre de fouiller tranquillement pour que vous n'ayez pas, parce que je savais qu'ils avaient d'autres idées dans leur tête. On leur a donné une image qui n'était pas vraie. Donc, je leur ai permis. J'ai mis le code sur mon ordinateur. Ils ont fouillé. Ils ont dit de débloquer la tablette. J'ai pris la tablette. Je l'ai débloquée. Ils ont fouillé. Ils n'ont vu rien. Ils ont retrouvé rien de grave, sauf une photo qui circulait sur les bébés noirs au Congo-Brazzaville. Ils m'ont dit, mais comment tu as une photo d'un cadavre? Je leur ai dit, on est dans des groupes WhatsApp, on s'envoie des informations. Il y a d'autres qui nous envoient des informations sur la situation du Congo. Donc, rien de grave. Je leur ai donné même le site de Brazza News, votre site, d'aller vérifier toutes les informations sur la photo. Donc, le monsieur, il était courtois, sauf quelques-uns qui s'agitaient un peu parce que pour eux, ils voulaient montrer, donner l'impression qu'ils pouvaient, voilà, m'intimider. Oui, avec une pression politique quelque part, bien entendu. Exactement, exactement. Donc, du coup, ils ont vérifié dans l'ordinateur, il n'y avait rien. Dans la tablette, il n'y avait rien. Le monsieur me demande, est-ce que je pourrais rentrer dans ton téléphone? Je lui ai dit, je vous mets les codes. J'ai débloqué mes téléphones, j'ai donné. Et c'est le chef brigadier qui était compréhensif. Du coup, il a compris que l'image qu'on leur a donnée de Faye, ce n'était pas ça. Il me dit, écoute, il y a l'enfant qui est dans la chambre. Je vous jure, monsieur Christian Pleuret, ce n'est qu'au début qu'ils ont commencé à fouiller de gauche à droite. Le monsieur me dit, on ne va plus rentrer, on ne va plus accéder dans la chambre parce que je connais, il y a même ta fille, au nom d'Expérience, qui a eu 2 ans. Moi, j'ai dit, ah ouais, donc ils avaient toute l'information. Il dit qu'on ne va pas rentrer dans la chambre, on va attendre que ton épouse, que ta femme puisse venir pour ne pas traumatiser l'enfant. Il était compréhensif, je lui ai dit, d'accord. Il me dit, débloque ton téléphone, je l'ai débloqué le téléphone, il dit, lance l'appel. J'ai lancé l'appel, bon, comme j'avais mis future épouse, tout et tout, il a dit, ah bah oui. Il a vu qu'il y avait un peu du sérieux dans ma vie familiale que ce qu'on leur a décrit. Et du coup, c'est le monsieur l'agent qui explique à ma femme, tu es où? Ma femme dit, non, je suis au travail, vous travaillez, vous êtes dans quel domaine? Le domaine de la médecine, tout et tout. Et puis, on lui fait comprendre que non, tu dois te déplacer aussitôt pour venir rester avec l'enfant. Ma femme dit que vous ne savez pas que je suis un responsable à l'hôpital là où je travaille et je ne peux pas me déplacer sans pourtant que je puisse viser mes supérieurs. Et l'autre aussi, il voulait montrer un peu l'impression. Il dit, oui, s'il ne peut pas venir, si elle ne peut pas arriver maintenant, on va placer l'enfant. Moi, je lui ai dit, mais monsieur, vous allez placer personne. D'ailleurs, vous êtes venu sans convocation, vous parlez de placer ma fille de 2 ans. Il dit non, dans une truc association. C'est l'autre encore qui lui fait comprendre, non, ne parle pas comme ça. Il dit à son confrère, non, ne parle pas comme ça. Et le monsieur, le brigadier était tellement content, il dit à ma femme, vous pouvez arriver dans combien de temps? Ma femme dit, dans 30 minutes. D'accord, on vous attend. Et je vous dis, dans les 30 minutes, ils n'ont pas fouillé. On a eu maintenant un dialogue tranquille, apaisé. C'est là où ils me font comprendre que non, bon, écoutez, on va faire notre travail, mais on comprend que non, il n'y a rien de grave, tout et tout. Calmez-vous, mais il faut savoir ce qu'on vous reproche, c'est que vous êtes trop appliqué dans votre affaire du Congo, mais sur le territoire congolais. D'où j'ai fait comprendre, en parlant off, normal, j'ai fait comprendre à leur chef que on me reproche des trucs que le général de Gaulle a eu à faire en étant même au Congo, à demander aux Français de résister contre ce qu'eux, ils trouvaient anormal ou injuste. Ma femme est arrivée, ils ont fait savoir à ma femme que non, votre mari, là, ça faisait déjà 6 heures, parce qu'ils sont arrivés à 5h40, ils ont fait comprendre à ma femme que non, votre mari va rester en garde à vue, mais on ne peut pas vous donner des détails, parce que il est majeur, puis et tout. Moi, j'ai dit, j'ai parlé dans notre langue, j'ai dit à ma femme, je contacte tout le monde. Et d'ailleurs, pour vous dire qu'il surveillait tout, le monsieur dit que on va rentrer dans la chambre, mais on ne va pas réveiller l'enfant. Donc, on rentre dans la chambre entre moi et quelques policiers, et puis il regarde, il me demande dans mes sacs, dans mes valises, il y a quoi? Je leur ai dit, ce ne sont que des vêtements, des vieux vêtements que je ne mets plus, tout et tout. Ils ont regardé de gauche à droite, il n'y avait rien. Ils ont regardé sous les matelas, il n'y avait rien. Et pendant que tu es en train d'expliquer ça, je crois que c'est Donald, l'opérateur, l'homme du métro, qui nous a informé d'ailleurs, parce que parmi ceux qui ont été disons, pragmatiques, hein, à l'instant même, qui ont informé le monde en temps réel, il y a eu Opérateur, donc, qui nous a dit qu'il t'avait été interdit d'ailleurs d'ébruiter sur l'affaire, c'est-à-dire de ne pas en parler sur les réseaux. Ils t'ont fait une interdiction ce jour.
Au fait, ce n'était pas même à moi parce qu'ils savaient qu'ils allaient partir avec moi, obligatoire. Ils ont dit à ma femme, donc après avoir fouillé la chambre, en sortant, puisque j'étais menotté, et puis l'autre même a dit, le chef, je pense bien, si je ne me trompe pas, le brigadier, donc le chef brigadier, qui dit à l'autre, il ne faudra pas que vous le mettez les minottes devant, non, mettez les minottes derrière pour que l'enfant ne voie pas, pour que ça ne traumatise pas l'enfant, parce qu'au départ, quand ils sont rentrés, les minottes étaient devant. Donc, ils ont dit, puisque la petite vient de se réveiller, il ne faudra pas que l'enfant voie les minottes. Soit traumatisé par l'image. Voilà. Oui. Donc, l'autre, il demandait qu'on puisse mettre les minottes derrière. Et l'autre qui réplique, qui voulait un peu se montrer un peu, voilà, il montrait un peu ses impressions, qui dit non, 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 on le fera en bas. Et du coup, en sortant, il faut comprendre à ma femme qu'on ne veut pas que les informations sortent sur les réseaux sociaux, sinon ça va retomber sur André. Donc là, ils disent à ma femme, parce qu'ils savaient que ma femme a tout vu, tout et tout, ils l'ont dit, on ne veut pas que les informations se retrouvent sur des réseaux sociaux, sinon ça va retomber sur André. Nous, en partant, ben, puisque on parle lingala, j'ai dit à ma femme en lingala, j'ai toujours eu à prévenir ma femme et donner quelques numéros de téléphone. Je l'ai dit en lingala, tu appelles tout le monde, tu leur informes, et à la lettre, de la façon que je suis en train de te le dire, qu'ils balancent toutes les informations sur les réseaux sociaux. Il n'y aura rien qui sera caché. Ils sont venus chez nous. Quand je parlais, on est en train de me tracter pour sortir. J'ai dit à ma femme, ils sont venus chez nous sans convocation. Donc, ça ne peut pas rester caché. En sortant, c'est là où l'un des brigadiers, l'un des policiers qui me fait comprendre que de toutes les façons, on savait que tu as été convoqué à Amiens à telle date. Moi, j'ai dit, en plus, vous avez des informations. J'y étais présent, je m'étais présenté. Au fait, pourquoi vous n'avez pas fait autant? Ils ont dit, mais la façon qu'on nous a décrit et le procureur n'avait pas d'autre choix que de demander ton arrestation sur ces conditions pour éviter que tu puisses fuir. Moi, j'ai dit, voilà, que je n'ai pas fui, voilà que vous avez constaté que non, c'était autre chose ou autrement de ce qu'on vous a raconté. Donc, on a. Et vous avez passé finalement combien d'heures avec eux, chez eux, là-bas, bien sûr? 48 heures, hein, 48 heures, donc ce qui fait 2 jours. J'ai fait 48 heures, on est arrivé vers 7 heures au commissariat, et le même jour, en sortant déjà, je leur ai donné le numéro de mon avocat, qui est Maître Brice Nzaba, et le deuxième avocat que je laisse en anonymat parce que j'ai toujours l'habitude de travailler comme ça pour éviter que ceux-là qui puissent avoir de la pression. Donc, je leur ai donné 2 avocats. Le deuxième avocat qui n'est pas congolais non plus aussi. Et alors, à ma grande surprise, on me fait comprendre qu'il n'y a que Maître Brice Nzaba qui a répondu. Et Maître Brice Nzaba ne pouvait pas se déplacer parce qu'il avait déjà des rendez-vous un peu serrés. Et moi, j'ai dit, mais insister sur mon deuxième avocat parce que je sais que celui-là, comme il n'est pas congolais, et il ne va pas mâcher ses mots. Et j'ai dit à ma femme, en partant, tu insistes sur les numéros des avocats. Tu insistes. Donc, ils m'ont fait comprendre que Maître Brice Nzaba ne pouvait pas venir. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Je sais que l'autre, j'ai demandé, est-ce que l'autre, jusque-là, on n'arrive pas à la joindre? OK. Alors que l'autre également, elle était informée et je vous jure que il y a eu la pression, pas la pression, mais au moins les appels pour savoir dans quelles conditions j'étais, tout et tout. Mais quand on est arrivé, M. Christian Perrin, puisque j'ai compris le vrai but, c'était d'avoir la tête de Faye, je me suis dit, même en étant en garde à vue, je peux ni manger ni boire parce que je ne sais pas ce qu'ils ont vraiment dans la tête. Donc, quand on est arrivé, ils étaient gentils avec moi. Ils m'ont proposé le petit déjeuner. J'ai refusé volontairement. J'ai dit, je ne prends pas. Ils m'ont dit, peut-être tu veux de l'eau. J'ai refusé également. Je suis resté jusqu'à mon audition parce qu'il y a eu encore un avocat que je ne citerai pas le nom qui est venu assister à l'auditoire. Et je vous jure, M. Christian Perrin, mais le dossier qu'ils ont fait sortir, c'est toute la période qu'on est en train de mobiliser. On est en train de parler de Guy Brice Parfait Kolela qui ont été décryptés. Je dis bien toutes les vidéos. Et ils ont eu encore le soin, pour vous dire combien de fois, c'est très curieux de mettre même un interprète pour interpréter les vidéos des parties là où c'était parlé en lingala. Et l'interprète a été payé par page. Et je vous jure, M. Christian Perret, c'était, au moins on peut dire, si je dois essayer un peu de
dire un Oui, peu donc je la vous comprends contrainte. très bien, je vous comprends très bien. Mais donc, finalement, si on comprend très bien, la police française a travaillé sur les informations qui lui ont été transmises par Brazzaville, c'est ce que je semble comprendre, parce que, à ce que je sache, la France a quand même une représentation au Congo-Brazzaville. On ne peut pas prendre monnaie courante les informations qui viennent, soient-elles données par les autorités. Il y a quand même quelques enquêtes qui devaient se mener bien avant. Mais qu'à cela ne tienne, finalement, ils t'ont relâché, c'est cela, et ils t'ont dit quoi à la suite? Non, ils ne vont même pas relâcher. En fait, après l'auditoire, il fallait qu'il fasse une synthèse auprès du procureur et le magistrat. Et même Mhm. la juge et la procureure a demandé de voir à quoi ressemble la faille. Ils ont insisté qu'il doit avoir une convocation. Avant d'abord d'arriver là, puisque l'un de mes avocats, on continue à appeler, on a garanti à mon avocat que Itumba André va sortir. L'essentiel est qu'on puisse avoir le retour du procureur ou de la juge ou du magistrat. Il sortira aujourd'hui. Mais vu les dossiers qui étaient là, ils ont fini tard. Je vous jure que l'enquêteur a fini à 19 heures pour vous dire combien de fois le dossier était sérieux. Et le temps que le procureur ou la magistrat puisse reprendre, il faisait déjà tard. Ils ont demandé que que je dois être relâché le lendemain, mais le procureur demandait que, bon, je ne sais pas si je peux dire si c'est une bonne expression, de me voir à quoi ressemblait à faille à cette personne qu'on leur a décrit. On a décrit, toi. Donc, ils ont dit que vous le ramenez le lendemain devant le palais de justice, donc devant le procureur, devant la juge. On va lui remettre la convocation qui va se présenter à une date. Ultérieur, oui. Voilà. Et du coup, ça fait ce que j'ai compris que même Madame la procureure voulait vraiment savoir à quoi ressemblait. À quoi ressemblait ce faille, mon Faille. ama? Voilà. Donc, je suis resté au commissariat, j'ai dormi au commissariat, j'ai rien mangé ni bu parce que je me suis dit vraiment, ceux-là, ils peuvent. Parce que moi aussi, je n'avais plus la tête tranquille. Jusqu'au lendemain, je n'ai pas mangé et on m'a transféré vers 6 heures. Et d'ailleurs, ils ont confirmé à l'avocate que voilà, on pourra, le matin, il sera transféré devant la procureure. La procureure va l'écouter et puis il aura une convocation pour se présenter. Là, ça devient logique. Au fait, là, il rentre dans le cadre logique des procédures logiques, comme il le doit. Après s'être assuré que finalement, Voilà, l'homme qu'on leur avait décrit comme étant un bourreau, un voilà. criminel, un terroriste ne l'était finalement pas. Et donc là, ben, évidemment, le langage change et puis, bon, voilà, la tension retombe, comme qui dirait. Exactement. Et donc, Donc, du coup, oui, tu disais, vas-y, Faye. donc, du coup le lendemain, on m'a transféré devant Madame la procureure, devant en tout cas, c'était dans les règles de la loi, de la démocratie. On est arrivé à 6 heures et je vous dis, Monsieur Christian Puré, j'ai même mis les trucs à côté, tellement on m'a catalogué d'une façon bizarre. Ils m'ont dit, tu étais en tenue, je leur ai donné tout ce que j'avais, mon gilet pare-balles et même là, c'est pas interdit. Après toutes les agressions que j'ai eu à subir, je leur ai montré tout, ma tenue, c'est ce qu'ils me demandaient. Voilà, ils ont posé la question pourquoi il y a le drapeau au lieu des galons. Au lieu des galons Et tu sur leur le... as dit quoi au sujet du drapeau? Tu leur as dit quoi? Voilà, mais je leur ai dit, c'est dans le signe patriotique. Donc, Et ça n'a alors, rien à voir d'être un chef ou quoi que ce soit. Je suis tellement patriote pour mon pays. J'aimerais l'image de mon pays soit soignée. La voilà. démocratie qu'on est en train de vivre en France devienne aussi cette démocratie au Congo-Brazzaville. Donc, ils ont mentionné, ils avaient tout récupéré parce que pour eux, il ne fallait pas que je sois même avec ça, mais je savais que c'était légal. Et du coup, le matin, quand on m'a transféré, il y a eu l'assistance sociale. Hein, il y a eu l'assistance sociale pour savoir un peu réellement de ce qu'ils ont eu comme rapport. Je leur ai décrit qui je suis, je leur ai montré tous mes documents. Ils ont vérifié. Ils m'ont demandé ma situation familiale. Je leur ai dit le nombre d'enfants que j'ai en France, combien sont à ma charge, ceux qui j'ai des procès aussi exactement pour avoir la garde des enfants
avec mes enfants, je leur ai dit les démarches qu'il y avait. Ils ont vérifié. Et puis, à la fin, ils ont fait rapporter un procès. le rapport un peu devant la procureure et devant la dame la juge. Ils m'ont demandé le numéro de ma femme. Ils ont demandé un peu la situation, comment on vivait avec ma femme. Également, de leur côté, le même jour, quand j'ai fini, et également, de leur côté, ils ont pris le soin d'appeler également ma femme pour voir un peu s'il y a une cohérence, en fait, dans ce que je disais. Et tout était clair, tout était parfait. Vers 14 heures passées, on me présente devant madame la procureure. Il me dit, on vous reproche sur, comment on appelle, violation à domicile, menace de mort à répétition. J'ai dit, d'accord, il me demande si je veux parler ou si je veux me taire. J'ai dit, parce que je savais que madame la procureure, elle est du côté du parti civil, donc elle est du côté de madame Théodorine et madame Jeanne. Donc après, je serai présenté devant la juge, donc c'est là-bas que je vais m'exprimer. Je leur ai dit ce que je trouve juste illogique est qu'on pouvait me convoquer et je pouvais me présenter. Madame la procureure a écouté et la dame la procureure a demandé, puisqu'elle est là en train de défendre madame Théodorine et Diane Kolela, eux, ils demandaient de leur côté qu'on puisse me mettre un contrôle judiciaire, qu'on puisse me mettre un bracelet électronique. Et c'était à la madame la juge de décider. Ouais. Voilà. Mais pourquoi eux demandaient ça? Parce que la description qu'on leur a donnée de faille, donc pour eux, ils se disaient qu'ils peuvent être un fugitif. Ils peuvent être un fugitif. Donc, il faudrait le bloquer jusqu'au moment qu'il y aura un procès. Donc, si je n'avais pas de conditions, c'est-à-dire je n'avais pas l'attachement familial, je n'avais pas une vie sérieuse, je pense que M. Christian n'aurait pas avoir ce ton de dialogue, de se changer. Ils allaient me retenir jusqu'à la date du procès. Donc, madame la procureure a décrit un peu. Ils ont envoyé devant madame la juge. La dame la juge, c'est elle qui décide. Et après avoir lu, et il m'a écouté, il m'a posé des questions, je leur ai rappelé, je leur ai expliqué même qu'aujourd'hui, madame Théodorine, qui prétend être la victime, mais c'est elle qui faisait des campagnes contre son frère. Donc, il ne peut pas dire que nous, on était… Parce que madame Théodorine a fait comprendre aux autorités françaises que nous, on était contre Guy Brice Parfait Kolela. Mais ce qui est contradictoire est que sa sœur Diane, dans ses déclarations, elle explique bien que nous étions du côté de Guy Brice Parfait Kolela, on l'a soutenu. Donc, moi, je fais montrer aux autorités françaises cette nuance-là, oui. Voilà, je leur ai fait comprendre. Et j'ai dit d'ailleurs, pendant les élections présidentielles, cette dame Théodorine Kolela a battu campagne contre son frère. Donc aujourd'hui, nous les Congolais, nous n'estimons pas qu'elle puisse être devant et précipiter les enterrements. Nous, ce que nous avons demandé, nous les Congolais, ou les enfants, parce que nous, si on a eu la force de donner le courage ou de soutenir les enfants et la moitié de la famille sur cette affaire de Guy Brice Parfait Kolela, parce que les enfants… Il n'est d'ailleurs pas encore fini, il faut le signaler. C'est une affaire qui court encore au niveau de la justice. Exactement. Et à cette époque, il n'y avait même pas encore eu les résultats de l'autopsie. Et Madame Théodorine mettait la pression et avec les autres du pouvoir, parce qu'elle-même, elle le dit dans ses déclarations, elle est un peu en sécurité quand elle est au Congo parce qu'elle est députée. Elle dit un peu parce qu'elle est dans sa conscience, elle sait qu'elle avait battu campagne contre son frère et le peuple a vu. C'est ce que le peuple reproche à Madame Théodorine. Et dans tout ça, là, ils veulent cataloguer ça sur faille. Mais non, ce n'est pas faille. Quand elle allait à Kinkala pour faire la campagne, dans leur village, je peux le dire, dans leur département… C'est une vidéo que vous avez dit, hein, c'est ça? Oui. La vidéo circule même sur les réseaux sociaux. Alors, donc, si j'ai bien compris, c'est en fait Madame Théodorine Kolela qui est à vos trousses, c'est ça? Qui tente de vous traquer comme ça. Vous savez qu'il y a des élections législatives qui arrivent en juillet 2022, là, et les gens chez nous, puisqu'on nomme les députés, donc chacun veut se faire racheter par tous les moyens. Soit, ça ce sont juste des suppositions, soit, je n'affirme pas, soit les gens de Mpila, puisqu'il y a eu des autorités qui ont appelé, entre guillemets, les autorités françaises… Avec insistance d'ailleurs, c'est ce qu'on a semblé comprendre, oui. Vous savez qu'il y a des élections
législatives qui arrivent en juillet 2022. Donc, au Congo, vous le savez, on nomme les députés, hein, on ne les vote pas parce que vous voyez déjà qu'il y a eu des noms, même au CBT, il y a eu le porte-parole qui influence. Vous avez vu, il y a, comment il s'appelle, monsieur Mabiala, qui est d'ailleurs le candidat unique. D'ailleurs, nous avons plus de candidats uniques que des candidats normaux. Donc, ouais, près de 30 candidats comme ça qui sont des candidats uniques dans leur circonscription. Oui. Ils seront réélus avec 100%, comme a eu à le faire toujours M. Denis. Ils seront plutôt nommés. Voilà, donc ce qui fait un peu peur au régime de Brazzaville est que nous, les leaders de l'opinion que nous sommes plus suivis que eux, parce que même la police a fait comprendre que non, vous êtes une personne très influente. En voyant vos vidéos, en voyant les soutiens, on voit que non, vous êtes une personne qui est bien écoutée au Congo-Brazzaville. D'où, je dis là, pour eux, c'est une façon aussi de me bloquer pour que je ne parle pas des législatives au pays, parce que ça risque d'influencer les Congolais qui comprennent au moins les enjeux, ils comprennent au moins le combat que nous faisons, et ils ne vont même pas voter, même si on va les nommer. Mais ce qui va montrer un peu le désaccord des Congolais envers Madame Théodorine, envers tout le système électoral du Congo. Voilà. Aujourd'hui, nous voyons, je veux prendre au moins deux exemples vite fait. Nous voyons le cas de Ghislain Ngalibali, auquel on a viré, on a fait montrer, on l'a décrit comme une personne qui a un faux diplôme. Mais nous le savons tous qu'au Congo, la majorité de ceux-là qui dirigent le Congo-Brazzaville, ils ont des faux diplômes. Ils n'ont pas de diplômes d'ailleurs. Et je peux leur mettre défi qui nous disent leurs écoles là où ils ont fréquenté. Parce que moi, je suis allé quand même à l'université, j'ai un parcours universitaire et j'ai des amis et mon diplôme est vérifiable parce que je l'ai fait en Europe. Mais la majorité de ceux-là qui se disent docteurs, qui se disent ceci, mais ils n'ont pas de diplôme. Ils ont fait un procès sur Ghislain Ngalibali et à la fin pour remplacer l'enfant de Florent Tibas, qui est le bras droit de Denis Sassou Nguesso. Nous voyons aujourd'hui les enfants de ces incompétents, moi je les appelle, et leurs enfants sont des paresseux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont comme argent, avec tout ce qu'ils ont pillé, ils pouvaient aller étudier dans des grandes écoles, revenir au Congo, créer des entreprises pour donner le travail aux Congolais. Ils ne sont pas là que... Ils ont pris la politique comme un métier, mais ce n'est pas un métier. Nous, aujourd'hui, on veut qu'il y ait des investisseurs. Aujourd'hui, ils ont des moyens. Si l'argent qu'ils sont en train de voler, s'ils volent pour faire du bien aux Congolais, pourquoi pas dire que non, c'est bien parce que nous avons des hôpitaux. Nous n'avons pas des hôpitaux. L'exemple avec le Premier ministre, il est venu se faire soigner en cachette parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent. Et à la fin, quand il vient se faire soigner en Europe, au Congo, il y a quel hôpital? Ça montre combien de fois le bilan du Congo, la santé, l'éducation est par terre. Et ceux-là, ils ne veulent pas que les gens sachent. Et quand ils savent que non, les gens ont l'information, les gens comme nous sommes bien suivis, ça impacte sur la politique et ça donne la vraie version, même aux autorités françaises qui ne comprennent pas ce qui se passe au Congo, ce que les Congolais subissent en réalité. Aujourd'hui, même les enfants d'Ngouba, moi aujourd'hui, nous voulons aussi d'autres enfants qui n'ont pas des parents dans ce gouvernement, qui sont des mérités, qui ont des diplômes, qui sont des intelligents, puissent intégrer le gouvernement, puissent être des députés, puissent être des ministres. Nous avons à Sibiti un jeune que je ne maîtrise pas son nom, qui a été enlevé sur la liste électorale. Pourquoi? Parce que c'est un jeune qui a étudié à l'étranger, qui a des facultés et d'ailleurs qui a fait rétablir l'école, l'hôpital. Les jeunes de Sibiti l'aiment, ils veulent qu'il soit le candidat, mais le porte-parole du gouvernement, qui est M. Thierry Mongala, a fait ce qu'on puisse écarter ce jeune-là. Vous voyez un peu? Moi, aujourd'hui, mon combat, c'est sur ça. Mon combat est pour la justice. Les autorités congolaises, par tous les moyens, depuis des années, qu'ils ont eu toujours à chercher ma tête, qui n'ont pas pu, ils se sont dit, bon, on va se servir de la plainte de Mme Théodorine pour pouvoir au moins cette fois-ci avoir ce faille. Parce que ce qui leur fait mal, M. Perrin, il faut le dire, ce n'est pas les actions, parce que depuis des années, moi, je ne manifeste plus, je n'organise plus les manifestations. Pas que je n'ai pas envie d'organiser des manifestations, parce que j'ai compris que nous avons une catégorie des Congolais qui sont tellement corrompus que je peux risquer à mettre ma vie à toute fois en danger. J'ai une vie de famille, j'ai des enfants, j'ai ma mère encore qui en vit. Vous avez vu à combien de reprises que ma mère a été malmenée, agressée, menacée, convoquée à ma place. Donc, j'ai pris un peu de recul sur certaines choses parce que notre milieu est... Oui, en fait, pendant que vous en parlez, est-ce que vous avez signalé cela aussi à la police française, que votre famille, votre maman est menacée depuis le pays?
par ce même pouvoir. Exactement, mais sauf que, puisque ce n'était pas le jour du jugement, Madame la juge a compris tout ce qui se passait réellement. Et Madame la juge me dit que vous serez ni sur le contrôle, elle ne voyait pas qu'on puisse me mettre sur le contrôle judiciaire, ni avoir un bracelet électronique. Et d'ailleurs, j'ai donné mes raisons. Aujourd'hui, si vous voulez me mettre le bracelet électronique, ma femme, elle est de la médecine. Aujourd'hui, on demande plus aux gens de la médecine de plus travailler parce qu'ils sont en nombre minimum. Oui, voilà, le nombre restreint, oui. Restreint. Donc, les médecins sont plus demandés. Et ma femme, elle est quand même chef là où elle travaille. Et du coup, si vous voulez me mettre un bracelet, cela veut dire, moi, je vis, la maison là où je paye, ce n'est pas moins de 700 €. Est-ce que vous voyez? Si vous voulez me mettre le bracelet, cela veut dire que vous allez me priver à chercher des moyens, comment nourrir ma famille, comment subvenir à la famille. Oui. À la famille. Donc, cela veut dire que tout va retomber sur ma femme. Est-ce qu'elle sera responsable de tout gérer? Donc, cela veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons un enfant, nous sommes nouveaux dans le quartier, on n'a pas eu la place pour inscrire notre toute dernière fille qui a 2 ans. Donc, ça fait ce que non, on fait une rotation avec ma femme. Donc, si ma femme travaille la journée, moi, je dois rester avec l'enfant la journée. Si ma femme doit travailler la nuit, on fait les échanges. Elle va rester avec l'enfant pour permettre à chacun de nous de rester un peu actif sur nos activités. Donc, j'ai fait comprendre à Madame la procureure ce qu'ils ont, Madame la juge, désolé, ce qu'ils ont trouvé tout à fait normal. Ils ne m'ont pas mis sous contrôle judiciaire ni bracelet électronique, mais ils m'ont donné quand même des interdictions. Ça reste quand même un contrôle judiciaire, dans le sens que je n'appelle plus Madame Théodorine, que je ne mets plus pied chez Madame Théodorine. Et j'ai signifié chez la procureure et chez la dame la juge, désolé, que nous, depuis l'affaire de Guy Brice-Parfait Kolela, ce que les enfants, ce que les Congolais, ce que la diaspora attendait, c'était les résultats de l'autopsie. Une fois que les résultats d'autopsie sont tombés, il n'y a eu plus jamais des vidéos ou, excusez, des menaces qui prétendent dire que Madame Théodorine prétend dire que nous, on l'a menacé. Quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu même une vidéo où des gens qui se sont déplacés pour aller sur son territoire, comment on appelle, dans leur parcelle. Voilà. On s'était arrêté là. Et l'affaire pour nous est au niveau de la justice, c'est à la justice de faire son travail. Et pour un combat pour la justice, un combat pour la restauration de la démocratie et de la justice, j'allais dire, au Congo-Brazzaville. En tout cas, merci. Mais je crois que nous sommes arrivés à la fin, comme je le disais tout à l'heure. Hein, ces quelques secondes, je peux donc vous les accorder pour un mot de la fin. Probablement qu'il y a une préoccupation, donc la question n'a pas été posée. J'aimerais dire à tous les Congolais merci, ceux qui me soutiennent, parce qu'il faut le dire, ma femme aussi a eu peur quand on a dit de ne pas divulguer l'information sur l'Internet, puisque je l'ai insisté d'informer les autres. Il a informé les Donald, les Eli, bon, les Michel, les Raphaël, un peu beaucoup de monde. Désolé pour ceux-là que je n'ai pas cité parce qu'on n'a pas trop de temps. Mais j'aimerais dire. Tous ceux qui se reconnaîtront, bien entendu, voilà, dans ce combat, dans cette lutte, hein, qui ont fait ce travail, à qui il faut dire d'ailleurs bravo et merci, parce qu'évidemment, malgré qu'on avait demandé de ne pas le faire, ils l'ont fait quand même. Voilà. Et il y a à toutes les mamans, parce qu'il y a eu même une maman qui s'est déplacée pour aller même au palais de justice. Cette affection de comprendre ce qui est réellement, ce que les Congolais subissent, et leur soutien, ça m'a gravement touché jusqu'à présent. Je n'ai pas encore répondu à tous les appels parce que je n'ai que des appels en absence. Les messages, j'aimerais dire à tous les Congolais, même ceux du pays, que je ne citerai pas le nom, certains qui sont même dans le régime là, qui veulent le changement, que je ne citerai pas le nom, qui m'ont envoyé des messages via d'autres personnes pour me dire leur soutien, pour leur montrer... voilà, donc j'aimerais dire à tous ces Congolais, merci pour leur soutien, merci à tous ceux-là qui croient à notre combat. Nous serons là et nous allons continuer à dire ce qu'il faut à dire, sans pourtant rentrer dans la diffamation, sans pourtant salir quelqu'un pour se faire des proches, parce qu'il faut le dire, il faut le réitérer ici. Nous avons une catégorie de personnes qui ont fait de ce combat un business. D'où d'ailleurs, quand Faye parle, ça leur dérange. Parce que moi, je ne viens pas pour te dire, monsieur Christian, puisque tu as des problèmes avec Thierry Mongala, donne-moi l'argent, je vais attaquer Thierry Mongala. C'est ce que la majorité des soi-disant certains combattants font actuellement. Ils vont voir Thierry Mongala qui ne s'entend pas avec tel ministre Mboulou. Ils vont dire à Thierry Mongala, donne-nous les informations de Mboulou et nous, on va attaquer Mboulou. C'est comme ça. Et Mboulou, s'il va donner aussi l'argent, ils ont fait ça un business. Et nous, on a coupé ce business. On a dit, il ne faudrait pas leur donner de l'argent. Voilà. Si vous voulez leur donner de l'argent, ils vont bouffer de l'argent parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Et demain, ils viendront vous insulter. Et
ce qui fait un peu ce qui donne un peu la conscience aussi à ceux-là qui sont dans ce régime-là de comprendre. Il y a une catégorie des gens qui sont rigoureux, qui sont sérieux comme nous, les Donald et les autres, qui n'acceptent jamais, qui sont des incorruptibles. Il n'y a pas un souci, nous allons continuer ce combat, nous n'allons pas lâcher, on ne va pas rentrer dans la violence, dans la diffamation, on fait tout ce qu'on fait pacifique. Si je veux rajouter une phrase, c'est que donc on m'a reconvoqué devant le tribunal le 3 janvier 2023. Et en passage, j'aimerais quand même saluer tous ces avocats-là, Maître Ndokolo, Maître Ridim Bemba, d'ailleurs qui m'appelait Maître Nganga, et Maître Ndokolo s'est proposé volontaire de me défendre. Donc, peu importe le nombre des avocats que je pourrais avoir, ce serait toujours à notre avantage. Donc, Maître Ndokolo s'est proposé volontaire de pouvoir me défendre pour le 3 janvier 2023. Il y a Maître Ngango aussi qui m'a appelé, Maître Ridim Bemba aussi, et tous ces avocats-là qui nous soutiennent et même qui ne disent pas mot, Maître Dominique Nkunku. Je leur salue et je leur dis merci dans tout ce qu'on a eu à travailler ensemble parce que nous ne faisons pas des trucs en désordre. Pour vous dire combien de fois, nous sommes des gens structurés, des gens qui respectent la loi. Nous consultons à chaque fois des avocats qui sont avec le peuple, qui défendent ce qui est de droit, qui nous donnent des conseils. Voilà. Et je demande aux collègues le 3 janvier nombreux de venir assister au procès dans lequel on a voulu me qualifier un peu de Pablo Escobar. Merci. Le 3 janvier 2023, c'est bien cela. Exactement. En tout cas, merci beaucoup et le message est bien passé. J'espère bien. Nous sommes également donc arrivés à la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Grand merci à toi de s'être prêté à ce jeu de questions-réponses et du courage d'ailleurs. Bon vent, j'allais dire. Et donc, cela ne doit pas, je pense, ne devrait pas stomper ton travail, stomper ta lutte. Au contraire, ça doit booster ton combat. Merci à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous avoir accordé ce temps si précieux, de nous avoir suivis et surtout de nous avoir fait confiance. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur Teler TV, comme d'habitude, je l'ai toujours vraiment prié. N'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, grand merci, aussi félicitations et bravo, je dire, à tous ces avocats qui se sont constitués pour la cause, bien entendu, du Congo, si vous voulez dire ça comme ça. Voilà, c'est la fin. Et donc, on se retrouve très prochainement. Merci.